Les succès ne commencent pas nécessairement par un penchant immodéré pour le droit chemin. Pour certains, ils débutent dans les mauvais quartiers et l'illégalité. On n'entre pas comme ça chez eux. Attention Tollard vous ouvre leurs portes d'une forme de réhabilitation parfois singulière. Attention Tollard retrace l'histoire de ce cannibale japonais qui, malgré ses meurtres, sera libéré et deviendra célèbre. Son nom, Issei Sagawa. Cannibalisme, pour moi, ce n'est pas des choses horribles. Ce n'est pas des choses sales choses. Ce n'est pas des criminels, ce n'est pas de tout. C'est une sorte d'expression de l'amour. Cette voix mielleuse, cette voix doucereuse est celle d'Issei Sagawa, surnommé le japonais cannibale. Déjà tout petit, il a associé la nourriture avec l'amour. Sagawa, ce barbare qui a mangé sa compagne après l'avoir découpée en morceaux. Il disait lui-même, j'étais petit, laid, je ressemblais plutôt à une singe. Nous essaierons de comprendre ce qui se cache derrière ce personnage qui a commis l'inimaginable. Après vous avoir raconté le récit de ce meurtre, c'est avec une spécialiste du tribunal de grande instance de Namur que nous percerons, du moins nous essaierons de percer, le mystère d'Issei Sagawa, cet homme d'1,52 m pour 35 kilos, à commettre ce geste qu'il revendiquera jusqu'à la fin de sa vie, haut et fort, devenant même une star des médias. Alors qui était ce cannibale amoureux? Un récit avec la complicité d'Alessandra D'Angelo et Claudio Bolzanello, et je vous retrouverai ensuite pour faire l'analyse du parcours avec Nathalie Grinchichin, hypnothérapeute, traducteur, interprète juré auprès du tribunal de première instance de Namur. Bienvenue à vous et merci de nous suivre. Hervé Meillon vous raconte des histoires horriblement vraies dans Attention Tollard. Nous sommes le 13 juin 1981. Ce soir-là, le commissaire René-Georges Kéry de la BRI, une brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire française, Joe, d'ailleurs, comme le surnomment ses collègues, est tranquillement installé chez lui devant son poste de télévision. Il est de garde, ce week-end, pour tout ce qui concerne le quai des Orfèvres. Le téléphone sonne. Allô, oui? Et là, il apprend que des promeneurs ont retrouvé 2 valises dans le bois de Boulogne. Le problème, c'est que du sang en abondance coule le long des valises. Sans attendre, Joe se rend sur place et retrouve sur les lieux Ange Mancini, son collègue de la crime. Attention Tollard, raconté par Hervé Meillon. Ce qu'il découvre dépasse la pire des horreurs imaginables. Dans la première valise, un buste de femme sanguinolent est enveloppé dans des chiffons. Et dans l'autre, les membres et la tête atrocement mutilés. Les policiers envoient immédiatement les valises et leur contenu à l'Institut médico-légal de Paris et assistent, aux côtés du médecin légiste, à la reconstitution d'un macabre puzzle. La victime est une jeune femme blanche de 1,62 m environ, elle a dans les 25-30 ans. Elle a reçu une balle dans la nuque, du 22 long rifle. Et c'est cela qui a causé la mort. Et la victime a été violée post-mortem. Plusieurs morceaux ont été prélevés de son corps, comme découpés à la scie. Il manque une cuisse entière, il manque les seins, le fémur est complètement dénudé, le nez et une partie des lèvres aussi. Mais quel monstre a bien pu commettre un tel crime? Attention Tollard. Issei Sagawa est né au Japon, à Kobe, le 24 avril 1949 dans une famille aisée. Depuis sa tendre enfance, il dévore les femmes du regard. Mais cela ne lui suffit plus. Ce qu'il désire plus que tout, c'est pouvoir réellement mordre à pleines dents dans l'être aimé et se barbouiller de sang. En 1979, 79 pour certains, alors qu'il habite toujours au Japon, il s'introduit dans la chambre d'une jeune Allemande. Il s'apprête à la tuer pour la dévorer quand son repas, dirons-nous, se réveille en hurlant. Issei Sagawa est rapidement arrêté. Accusé de tentative de viol et de meurtre,
Il est cependant libéré grâce à l'intervention de son père, le patron d'une des grandes entreprises nippones, lequel s'empresse de l'envoyer se faire oublier en France. Attention, tôlard. Nous sommes en 1981 à Paris. Sagawa a 32 ans. Alors qu'il est inscrit à la Sorbonne, où il est censé préparer un doctorat en littérature comparée, il va basculer, une fois de plus, dans l'horreur. Attention, tôlard. Hervé Meillon revient sur la vie du japonais Issei Sagawa. La suite, c'est maintenant. Sagawa se meurt d'amour pour une jeune néerlandaise du nom de Renée Hartvelt. Elle a 25 ans. Le jour fatidique, et conduit à plusieurs reprises dans ses avances amoureuses, Issei Sagawa l'invite à dîner dans son petit appartement du 16e arrondissement et il la tue d'un coup de carabine dans la nuque alors qu'elle lui lisait des poèmes à haute voix. Après avoir pris des clichés souvenirs de son crime, il viole sa victime et mange certaines parties de son corps. Il en consommera 7 kilos, crus ou cuits, les 3 jours suivants. Horriblement vrai. Manger cette fille, c'était une expression d'amour. Je voulais sentir en moi l'existence d'une personne que j'aime. J'en ai toujours rêvé. Confiera-t-il aux enquêteurs juste après son arrestation. Sachez quand même qu'il découpe ensuite le reste du corps à la scie électrique et le conserve dans son frigidaire. Oh, il le conserve 3 jours et il décide de se débarrasser du corps. Il place les restes de la jeune femme dans 2 grosses valises et se rend en taxi aux abords du lac du Bois de Boulogne. Voyant cet homme à la silhouette frêle, de type asiatique, pousser un caddie qu'il avait trouvé pour y mettre les énormes valises, un couple de promeneurs lui demande alors « Elles sont à vous, ces valises ?» Surpris, il bafouille légèrement et prend la fuite. Du liquide s'échappe des valises ainsi qu'un morceau de drap taché de sang. Intervenu à la demande du couple, la police découvre alors le macabre contenu des fameuses valises ensanglantées. Attention, tôlard. Aujourd'hui, Issei Sagawa. Toujours aussi audacieusement incisif, et bien qu'il n'ait jamais, jusqu'à preuve du contraire, récidivé, Sagawa continuera d'affirmer à qui veut l'entendre « Je veux toujours manger une belle femme et je veux en remanger pendant que je suis encore en vie. » Selon son biographe, ses pulsions cannibales avaient été identifiées tôt à l'adolescence, à l'âge des premiers émois sexuels. Issei Sagawa avait avoué ressentir une attraction particulièrement forte pour les actrices blondes du cinéma occidental, en citant même Grace Kelly. Le cannibale amoureux est décédé d'une pneumonie le 24 novembre 2022, à l'âge de 73 ans, pour certains 73 ans. Ses funérailles ont eu lieu en la seule présence de ses proches. La famille de la jeune Renée Hartvelt n'aura jamais cessé de chercher à obtenir la tenue d'un autre procès. Hervé Meillon vous raconte des histoires horriblement vraies dans Attention, tôlard. Issei Sagawa, inscrit à la Sorbonne, est censé préparer un doctorat en littérature. Il va basculer dans l'épouvante. C'était une journée très chaude, une journée ensoleillée. Et elle avait l'air en pleine forme. J'ai senti un rayon de soleil qui pénétrait son corps et je me suis senti très faible, malade. Et j'ai voulu prendre son énergie. Hervé Meillon tire les conclusions de l'histoire d'Issei Sagawa avec Nathalie Grinchishin, hypnothérapeute, traducteur, interprète juré auprès du tribunal de première instance de Namur.
Voilà, comme vous le savez, je suis avec la psychothérapeute, hypnothérapeute et coach personnel qui s'appelle Natalia. Je vais me planter sur son nom de famille. Elle s'appelle Grinchinchin. C'est comme ça que l'on dit? C'est bien ça, c'est Grinchinchin, c'est presque ça, mais c'est bon aussi. Oui. Origine ukrainienne. Je suis originaire d'Ukraine, c'est pour ça tout le monde m'appelle Natalia. Ah, je vais vous appeler Natalia oui, aussi. Oui. Attends, on va parler bien entendu de Issei Sagawa. Sagawa, oui. Parce que vous avez écouté l'histoire, vous allez nous dire ce que vous en pensez. C'est un criminel avant tout. C'est un fou. C'est un fou. C'est un fou, oui. Vous avez entendu la voix de ce personnage qui n'est pas du tout gêné d'avoir fait ce qu'il a fait. Ah non, pas du tout. Il raconte ça avec des précisions. Il donne des petits détails, tout comment il a vécu toutes ces journées, ces crimes qu'il a vécu. C'est ce qui est vraiment étonnant et perturbant. Il est dérangeant, il est dérangé parce qu'il raconte en détail. Et quand il raconte tout ce qu'il a vécu, il vit encore et revit ce plaisir qu'il a vécu à ce moment-là. Et comment vous l'expliquez justement ça, ce plaisir de... On se pose toujours la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet individu? Comment est-ce qu'on peut arriver à l'acte si barbare? Et en général, mais pourquoi il est devenu cannibale? On se pose ces questions-là. Il y a des réponses, oui, effectivement. J'ai essayé écouter un petit peu les films, surtout son témoignage, pour essayer de comprendre. Vous avez été un petit peu sur YouTube, vous avez compris que ce personnage avait été frustré durant l'enfance, etc. Bien sûr, il y a des réponses à tout ça. Déjà dans son enfance, il était né prématuré, d'une toute petite taille. Et vous savez, nous, heureusement qu'on a un cerveau pour survivre, on a un cerveau qui nous protège, un stade de survie. Donc, on a besoin de manger. C'est un stade de survie, on a besoin de manger pour survivre. Et donc, comme il était tout petit, de petite taille, et donc, c'est tout à fait normal. Un bébé qui prend le sein de maman, il y a déjà un acte de l'amour, survie, nourriture. Donc, il y a déjà une relation qui s'est créée à la nourriture, à plaisir, à survie. Quand il était petit, donc il avait 2 ans, c'était en 1951, il a contracté une encéphalite japonaise. Et ça, c'est l'inflammation du cerveau. Et donc, c'est une maladie extrêmement grave. Il était miraculeusement sauvé par les médecins. Il a réellement frôlé la mort. En général, à 30 à 50% des cas, il y a des séquelles. Il y a des séquelles neurologiques, et il y a aussi séquelles psychiatriques et modifications de l'état mental et des troubles émotionnels. Cependant, tous ceux qui ont eu ces troubles ne vont pas quand même se permettre de tuer et de manger un corps qu'ils aiment effectivement, parce que c'est ça. Il aime cette femme d'un amour vrai. Justement, quand j'ai parlé encéphalite japonaise, et c'est justement, malheureusement, c'était les cas des Issei où il y avait déjà des séquelles psychiatriques et des modifications de son état mental. Donc, c'est la preuve que ça restait même à l'âge adulte après. Donc, il avait des séquelles, et même à l'âge adulte, il a resté fragile et de toute petite taille. Donc, à l'âge adulte, il mesure 1m52, je crois, pour 35 kilos, qui est équivalent d'un enfant de 10-11 ans. Oui, et il était amoureux, en fait, que de femmes très grandes, des femmes européennes grandes, oui, c'était ça. Oui, il était japonais, il disait, nous, au Japon, on avait un fantasme des femmes européennes, des blanches, et qui étaient les femmes inaccessibles pour lui. C'est pas pour autant que tous les Japonais amoureux des femmes européennes vont les tuer et les manger. Oh non, bien sûr, non. Donc, mais lui, c'est donc toute son enfance qui ressort. Mais l'enfance a toujours bon dos avec vous, les médecins en général. Voilà, mais les psychothérapeutes. En même temps, quand il était malade, il y avait son frère qui était né. Et maman, elle s'occupait très bien de ses enfants. Donc, comme il était petite taille, elle prenait vraiment comme pour un nouveau-né. Elle s'occupait de 2 enfants comme si c'était des tout petits. Il était trop gâté. Il était trop aimé par sa maman, par ses parents. Et donc, maman, vu qu'elle était inquiète de la petite taille de son fils, elle s'occupait de cet petit garçon comme si c'était des juments. Et comme vu la taille toute petite, et elle a trop gâté, elle a commencé à littéralement gaver son enfant. Elle a surprotégé son enfant. On comprend tout ce que vous dites, mais de là à devenir criminel, à devenir un criminel... Justement, déjà tout petit, il a associé la nourriture avec l'amour. Ça nous a déjà arrivé à tous, quand on n'est pas bien, qu'on a
moral un petit peu cafard, on a envie de manger un morceau de chocolat, n'est-ce pas? Et même, il y a une réflexion, des fois, que l'on fait, vous savez, quand on voit un petit bébé, oh, il est beau, j'ai envie de te manger, j'ai envie de te manger. Tout cru. On le dit des fois, ça. Exactement. On a tous une relation différente à la nourriture. Donc, parfois, qu'on n'est pas bien, qu'on a une émotion forte, agréable ou désagréable, on a envie de manger, on n'a pas envie de manger. Et oui, il y a l'amour, comme ma maman qui dit j'ai envie de te manger tout cru, ou parfois en relation amoureuse, on a envie de mordre. Mais tout cela fait que ce bonhomme, quand même, Issei Sagawa, est devenu un criminel. Autrement, tout le monde serait criminel et irait manger non. le... Non. Mais justement, mais attention, parce que chez Issei, c'est beaucoup plus grave. Parce qu'il a associé la nourriture, il a mélangé ça avec sa sexualité. Hervé Meillon revient sur la vie du japonais Issei Sagawa avec Nathalie Grinshishin. Quand j'avais 3 ou 4 ans, je faisais des rêves, des cauchemars. Je pensais que j'étais mangé par mes parents. Ça a été la première étape de mon désir de cannibalisme. Comment on peut avoir un plaisir sexuel à dévorer le corps de la femme que l'on aime? Ah oui. Et il faut savoir qu'il y a aussi un autre événement qui a joué le rôle dans ces ennuis cannibales. Quand il était petit, donc on sait très bien qu'en fait ses parents ils étaient très aimants, très protecteurs, donc ils ont essayé de faire au mieux possible pour leurs enfants. D'ailleurs, il sait quand il était petit, il était assez intelligent et il était passionné par les livres. Oui, c'est pour ça qu'on le retrouve à la Sorbonne où il va faire des grandes études d'ailleurs. Oui. Il y avait un jeu dans la famille. Il y avait un jeu où son père, son oncle, son frère et lui ils jouaient à un jeu. C'était un jeu de rôle. Un jeu de rôle tout à fait banal, mais un jeu de rôle qui a fait des conséquences dans sa vie. Son oncle, il se déguisait en gros, vilain, méchant, mangeur des enfants. Oui, mais c'est un peu les légendes aussi qu'on a avec les ogres qui mangent les enfants, c'est un petit peu ça aussi. Ah oui. Mais c'est pas pour autant qu'on devient tous cannibales. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est-à-dire, comme il a joué ces jeux où il était dévoré avec son petit frère par un gros... ils étaient cuits dans un marmite. C'était vraiment un jeu de rôle. Vous savez que notre cerveau, l'inconscient, il fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc, petit Issei, il a associer le jeu comme la réalité. Donc il a tout mélangé. L'amour, nourriture, cannibale. Hervé Meillon vous raconte des histoires horriblement vraies dans Attention, Tollard. Alors nous parlons avec Nathalie Grinshishin, qui est docteur, qui est psychothérapeute, et qui essaye de nous expliquer. Vous essayez un petit peu de le blanchir, pratiquement de l'excuser par son passé. C'est ce que j'entends un petit peu dans votre explication. Oui. Cependant, c'est quand même un salopard, c'est quand même quelqu'un qui tue une fille qui s'appelait Renée Artevelde, et qui la tue et qui la mange. Il y a un truc qui nous échappe. Nous, Européens, c'est pas pensable. Comment est-ce possible qu'il en soit arrivé à ça, et notamment à ça, mais aussi au fait qu'il en tire une gloriole et qu'il essaye d'être célèbre avec cela, parce qu'on l'a écouté raconter son histoire. Il y a eu des films, et il a été incarcéré très peu de temps. Il y a la justice qui intervient, mais on le libère très rapidement en disant qu'il est fou. Et est-ce que parce qu'il est fou, il a droit à une rémission par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas été déclaré dément ? Ben, vous savez, son cas, il était étudié par beaucoup des chercheurs, des professionnels en santé mentale, des psychiatres japonais. Ils ont bien remarqué qu'il n'était pas tout à fait fou. Issei Sagawa, inscrit à la Sorbonne, est censé préparer un doctorat en littérature. Il va basculer dans l'épouvante. Hervé Meillon tire les conclusions de l'histoire d'Issei Sagawa avec Nathalie Grinshishin. Son nom, Issei Sagawa, qui malgré ses meurtres sera libéré et deviendra célèbre. Hervé Meillon avec Nathalie Grinshishin. Finalement, il a fait que 18 mois d'hôpital psychiatrique, si je me souviens bien. Oui. Après, il est libéré. C'est fait par la justice. Ah non, pas du tout. Il a pas fait ça de la justice, pas du tout. Et il était libéré. Mais ce qui se passe au Japon, il y a pas une loi qui oblige de se soigner. Quelqu'un qui est malade, il est pas obligé de se soigner s'il a pas envie. Et donc, vous n'êtes fait par cette loi-là. Il était libre aussi parce qu'il était déjà jugé en France. Est-ce qu'à un certain moment, il a regretté son geste? Jamais il a regretté. Il racontait tout ce qu'il a fait avec un plaisir, avec des détails, avec des précisions. Vous savez, quand il a fait ces crimes-là, il a même enregistré
tout ce qu'il a fait. Il a gardé les photos, donc chaque fois il revivait. Donc à chaque fois qu'il faisait des livres ou des BD ou des films, il a joué dans les films même pour les adultes. Des films pornographiques, oui. Exactement. Il y avait même les scènes qu'il a reproduit, la scène des crimes avec René. C'est complètement fou. Donc c'est-à-dire, il a revécu ces crimes-là en permanence. Pourquoi il aimait raconter son histoire? Pourquoi il aimait C'était son fantasme. C'était son fantasme, mais c'est tout. C'était son fantasme, c'était plus fort que lui. D'ailleurs, même dernière interview, à la fin, il disait mon fantasme, c'est toujours aimer manger une femme. Par n'importe quel moyen, je voudrais bien manger une femme. Il voudrait bien revivre la même chose qu'il a fait avec René. Oui, mais de là, René, comme vous dites, oui. René Artevelde, la victime. De cet amour fou qu'a eu ce bonhomme. Mais est-ce que c'est un fantasme que beaucoup pourraient avoir, ça? Heureusement que non, hein. Heureusement que non. On peut dire à son enfant, je t'aime, je veux te manger. Ça arrive entre les couples, je veux te manger. Parfois, ça arrive où y a un qui mord l'autre. Ça arrive même des petits enfants qui mordent son grand frère ou son petit frère, mais par amour, hein. Il a aucune empathie c'est ce qu'on appelle en termes psychiatriques, c'est un psychopathe sexuel. C'est un psychopathe sexuel, oui. Mais il a fait l'amour aussi avec elle, alors qu'elle était morte. Elle était morte. C'est pas que du cannibalisme, là, il y a quelque chose de... Non, c'est son fantasme. Il disait lui-même, j'étais petit, laid, je ressemblais plutôt à une singe. Donc les femmes blondes, grandes, c'était inaccessible pour lui. Et donc c'était son fantasme de faire. Il pouvait pas avoir les vraies relations amoureuses avec une belle femme. Il est mort en 2022, il y a peu de temps. Oui. Pourquoi tous les journaux, parce que j'ai regardé, toute la presse a parlé du décès de ce bonhomme, le cannibale Jean Poney. Toute la presse s'en est intéressée. Pour quelle raison, à votre avis? Il est devenu, de son crime, il est devenu célèbre. Est-ce qu'il le cherchait, ça? Bien sûr qu'il le cherchait. En fait, il a même écrit des livres où où il y avait les photos des crimes. Il a créé les BD où lui-même, il a dessiné, lui, tout à fait heureux et content de tout ce qu'il faisait avec sa victime. En tout cas, il n'a pas recommencé. Il l'a fait une fois. Pourquoi n'a-t-il pas recommencé, justement? Si on a cette maladie en soi, pourquoi? En tant qu'on sache, il n'a pas recommencé. Bon, on n'est pas sûr. Hein, donc, pour le moment, on dit que normalement, il n'a pas recommencé. Mais il n'a jamais abandonné ces fantasmes-là des cannibales. Toute sa vie, il a voulu manger une femme. D'ailleurs, vous savez comment il voulait mourir? De la même manière comme il a fait avec René Artevelde. Donc il a voulu être dévoré par une belle femme de préférence, manger, souffrir, c'était son fantasme. Bien sûr, on parle d'Issei Sagawa, on parle de ce qu'il a fait, on a l'air de banaliser la chose, mais bien entendu, il ne faut pas oublier qu'il y a une famille. Il y a une victime. Il y a une victime, René Artevelde, et il y a la famille de cette victime qui a essayé d'avoir justice et qui n'a pas pu avoir la justice, puisque lui n'a fait que 18 mois de l'hôpital psychiatrique. Et puis après, il est devenu célèbre. Oui, il est devenu célèbre. Oui, il a été aussi, j'en rigole, mais c'est pas rigolo, l'égérie d'un restaurant, c'est-à-dire qu'il a... Il était fait les publicités pour les chaînes alimentaires, oui, il était critique culinaire. Ceux qui deviennent véganes et qui ne mangent pas de chair animale, est-ce que ça part du même principe? Tout à fait. On connaissait les gens qui adorent les animaux. C'est pour cette raison, ils ne mangent pas des animaux. Merci Natalia Grinchefin de nous avoir reçus aujourd'hui. Et nous, chers amis, on se retrouvera très prochainement pour une autre histoire d'Attention Tolar. Attention Tolar.